Je vous propose aujourd'hui l'analyse linéaire des réparties de Nina dans les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Allez, c'est parti. Les Cahiers de Douai est un recueil écrit par Arthur Rimbaud en 1870 lors de ses 2 fugues à Douai. Le jeune poète développe une poésie de la sensation et des sentiments avec un rapport immédiat aux choses et au monde. Il est alors un adolescent de 16 ans qui cherche à s'émanciper de sa famille, de sa ville, mais également de ses modèles littéraires. Son œuvre est un véritable hymne à la liberté. Ce poème, Les réparties de Nina, est en quatrain et alterne octosyllabes et tétrasyllabes. Le jeune poète entame ici un dialogue avec une jeune fille, Nina, à qui il propose une promenade amoureuse dans la nature. Nous verrons en quoi ce poème, qui joue avec les topos de la lyrique amoureuse, met en réalité en scène une violente désillusion. Pour cela, nous étudierons 3 mouvements, les vers 1 à 12 avec la mise en place d'une nature idyllique propice à l'amour, puis les vers 13 à 32 avec la description rêvée et fantasmée de la jeune fille, et enfin les vers 33 à 36 où nous allons enfin avoir la réponse de Nina. Dans ce premier mouvement, nous allons donc découvrir comment le jeune poète met en place une nature idyllique. Nous observons tout d'abord qu'il y a une dimension théâtrale dans ce poème. En effet, nous observons dès le début du texte la présence du nom du personnage réduit au pronom lui avec le tiret, et nous trouverons à la fin, au vers 36, la présence du pronom elle qui permettra de donner la parole à la jeune fille. Ce dialogue a une dimension familière, on le voit avec les points d'interrogation qui marquent des questions au vers 2 et au vers 6, mais surtout avec la présence de l'interjection familière au vers 2 ou de phrases averbales entre les vers 1 et 2. Ce dialogue va permettre au jeune poète de proposer à la jeune fille une promenade dans la nature. Nous l'observons avec la présence du champ lexical de la nature, avec les termes comme air, rayon, bois, branche, goutte ou encore bourgeon. Le poète introduit tout de suite l'idée qu'il veut former un couple avec cette jeune fille, notamment en insistant sur la proximité des corps, avec la répétition du terme poitrine et le passage du ta au ma, et également la coupe de ce vers 1 qui est un octosyllabe réparti en 4-4. Nous observons également la présence du pronom nous, plus le verbe de mouvement qui permet d'indiquer cette proposition à la promenade. Nous irions au vers 2. Le poète va alors faire le tableau de cette nature pleine de vitalité et de sensualité. Nous observons la présence de termes qui renvoient à la jeunesse, avec par exemple matin qui est la jeunesse du jour, 22 jours, ou encore le terme de bourgeon qui renvoie au printemps et à la vitalité de la nature. Nous observons également la présence du champ lexical des sens, avec des termes comme narine ou frérayon, des termes qui renvoient également aux couleurs avec bleu, vert ou clair, ou encore le verbe on sent à la fin de notre mouvement, ainsi que le verbe frémir. Cependant, dans cette nature se fait jour une certaine tension. En effet, le poète, avec la subordonnée circonstancielle de temps introduite par Kant, quand tout le bois frissonnant saigne, muet d'amour, semble utiliser la nature pour exprimer ses états d'âme. Il s'agit ici d'un topos romantique habituel que le poète semble réexploiter. En effet, on ne sait pas s'il s'agit du bois qui est muet d'amour ou s'il s'agit du poète qui est muet d'amour. Le terme saigne, d'ailleurs, pourrait renvoyer une certaine forme de souffrance qui s'exprime déjà. Mais nous avons l'introduction d'une forme d'érotisme dès le premier mouvement de ce poème. On observe des images comme bourgeon clair, ou encore on sent dans les choses ouvertes, ou encore frémir des chairs, qui sont des images ou des métaphores qui peuvent renvoyer à une certaine forme de sensualité presque sexuelle. Ainsi, dans ce premier mouvement, on voit qu'un jeune homme propose une promenade à une jeune fille dans la nature, et que le cadre semble parfait à la promenade amoureuse. Cependant déjà, les jeux sur l'alternance des vers, les tournures familières ou encore la dimension érotique qui se laisse pour l'instant à peine entrevoir, remettent déjà en question ce tableau idyllique. Dans ce deuxième mouvement, nous allons voir que le poète fait un portrait rêvé et fantasmé de la jeune Nina. Nous pouvons déjà dire que cette promenade n'est qu'imaginaire, n'est que fantasmée par le poète. En effet, si on observe les verbes plongerait ou prendrait, et nous avions déjà au vers 2 le verbe irions, ces verbes sont au conditionnel, c'est-à-dire que le poète se contente d'imaginer une scène et qu'il propose cette image à la jeune Nina. Il la projette dans une vision qu'il a de cette promenade amoureuse. Dans ce discours rêvé, la jeune Nina va être idéalisée. Elle est introduite au vers 13 avec le pronom tu qui montre une certaine proximité entre le jeune homme et la jeune fille, puis elle est associée à une nature belle et accueillante avec des expressions comme amoureuse de la campagne ou les comparaisons comme une mousse de champagne ou encore la métaphore ton goût de fraise et de framboise. Toutes ces comparaisons, ces métaphores ou ces adjectifs sont mélioratifs et permettent de voir en Nina une jeune fille idéale. Dans cette vision fantasmée, on voit que la dimension érotique se précise. En effet, au vers 22, nous avons un jeu sur l'enjambement qui te prendrait comme cela la belle tresse, où le sens du verbe prendre va pouvoir être interprété de 2 façons différentes.
En effet, si on lit « qui te prendrait » sans aller chercher le complément d'objet « la belle tresse », à ce moment-là, le verbe prend un sens figuré et il signifie « coucher avec ». Cependant, si on lit « qui te prendrait la belle tresse », séparé en plus par le « comme cela » et le tiret, le verbe prend son sens propre et à ce moment-là, cela signifie « attraper la tresse de Nina ». On voit donc que ce jeu sur l'enjambement lui permet d'introduire une forme d'érotisme caché. On voit d'ailleurs que certains termes renvoient à cette dimension érotique, comme la comparaison assez habituelle de la femme avec la fleur, avec l'expression lyrique renforcée par le point d'exclamation « ô chère fleur », ou la comparaison à la fin du poète avec le vent vif, qui embrasse la jeune fille comme un voleur, où ici, le verbe baiser signifie simplement embrasser. Cependant, dans ce cadre d'une nature idyllique avec une jeune fille parfaite, il semble qu'il y ait déjà des signes que Nina se moque de lui. Tout d'abord, il s'agit bien d'observer que, contrairement à ce qu'annonçait le titre, les réparties de Nina, celle-ci ne répond absolument pas. Et à plusieurs reprises dans le poème, nous observons la présence de points de suspension, nous en avions déjà ouvert 2, qui montrent que la réponse de Nina se réduit au silence. Par ailleurs, si la nature avait été décrite avec des couleurs permettant de dresser un tableau idyllique, ici il y a une forme de dégradation de ces couleurs. On passe effectivement du blanc peignoir pour décrire cette luzerne qui entoure la jeune Nina, à rosant ta l'air ce bleu qui cerne ton grand œil noir, où l'expression grand œil noir a une dimension péjorative et peut rappeler une expression figée qui est relative à la colère. Nina serait-elle en colère ? Dans cette description fantasmée de Nina, on observe une omniprésence du rire. Cependant, ce rire n'est pas un rire complice, mais un rire de moquerie. En effet, on observe la présence de ton rire fou, et puis le passage de riant à moi, c'est-à-dire riant de moi, et non pas riant avec moi. On a encore riant au vent, si on considère que le vent vif qui baise comme un voleur la jeune fille et le poète, c'est encore une façon de dire qu'elle se moque de lui, que l'on retrouve à la fin, riant surtout au folle-tête à ton amant. On voit déjà que se dessine le rejet de Nina, par une forme de violence dans cette folie qui s'exprime, avec l'expression notamment brutale d'ivresse, ou encore aux folles têtes. Nina ne semble ni écouter, ni répondre, ni prendre part à la rêverie du poète. Ainsi, ce second mouvement a montré que le jeune homme rêve d'une escapade lyrique et romantique, sensuelle et presque érotique avec la jeune Nina, mais que, contrairement à ce qu'annonce le titre, Nina n'a pas de répartie du tout, elle ne répond pas. Cependant, elle semble être dans une attitude de rejet, de moquerie qui va briser cette vision parfaite qui a été construite par le poète. Le dernier mouvement est constitué d'un seul quatrain, avec le dernier vers qui est isolé par le blanc typographique. Nous allons enfin pouvoir assister à la réponse de Nina. Ici, ce troisième mouvement intervient après une coupure de 60 vers, dans lesquels le poète poursuit sa promenade fantasmée en imaginant les lieux qu'ils pourraient voir tous les deux ensemble à travers cette promenade amoureuse. Nous pouvons observer que dans ce dernier mouvement, le poète essaye de se convaincre lui-même avant même d'essayer de convaincre Nina d'accepter. Ainsi, il y a la présence par 3 fois du verbe tu viendras, je t'aime et ensuite tu viendras, avec ce passage du conditionnel au futur de l'indicatif. Or, le futur de l'indicatif est le temps de la certitude. Pour l'instant, Nina n'a jamais répondu. Or, le poète emploie le type déclaratif, tu viendras, je t'aime, alors qu'il s'agit plutôt d'une question qu'il lui adresse. Tu viendras, point d'interrogation. Ici, entre l'emploi du futur de l'indicatif et de la forme déclarative, on voit que le poète essaye de se convaincre qu'elle va effectivement le rejoindre et participer à sa promenade. Il tente d'ailleurs pour la convaincre de lui déclarer son amour avec le « je t'aime » renforcé par le point d'exclamation, ou en lui résumant avec l'expression « ce sera beau tout ce qu'il vient de lui annoncer ». Cependant, la réponse de Nina sera sans appel. En effet, il s'agit d'un refus. Nina le coupe et même, point de suspension, il y a une certaine forme de violence. On peut imaginer que le poète allait repartir dans un élan lyrique en lui proposant de nouvelles images, mais Nina ne veut pas en entendre davantage. Sa réponse d'ailleurs est sans appel, il n'y a qu'une seule prise de parole en tout et pour tout dans le poème, avec cette phrase averbale et mon bureau qui est en italique, où Nina signifie simplement qu'elle ne peut pas aller se promener avec lui puisqu'elle a un travail dans un bureau. Il y a d'ailleurs une opposition entre la dimension triviale, le bureau, et tout le lyrisme déployé tout au long du poème par le poète. Le jeune poète se fait donc éconduire en une seule répartie de Nina. Pour conclure, nous pouvons dire que la répartie finale brise tous les espoirs. Ce poème a mis en scène un dialogue à sens unique, le poète a tenté de séduire la jeune fille en dressant un tableau idyllique de la nature, mais il est confronté au silence de Nina et on perçoit une forme d'autodérision qui permet de remettre en cause tous les topos de la lyrique romantique. On peut rapprocher ce poème du poème Première soirée qui est au début du recueil. Dans ce poème, le jeune Rimbaud fait également des avances avec une dimension érotique à une jeune fille et la jeune fille rit, cependant la fille rit
avec le poète, dans un rire complice et non de lui. Elle accepte d'ailleurs ses avances. On pourrait également rapprocher ce poème du poème « Elle était déchaussée, elle était décoiffée » de Victor Hugo, dans lequel nous trouvons également un jeune homme, un jeune poète qui propose une promenade amoureuse à une jeune fille rencontrée dans les bois. On retrouve donc le même topos de la promenade romantique, mais cette fois-ci la jeune fille va répondre et partir avec le jeune homme. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!